production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Pour ce nouveau numéro, je suis émue d'accueillir mon ami Philippe Nassif. Philippe, tu es philosophe, conférencier et fondateur de Philia, etc. Conseiller à la rédaction de l'ADN et de Philosophie Magazine, tu interviens également dans les entreprises pour interroger les organisations sur leur raison d'être et les individus sur leur vision du travail et le sens de leur mission. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et nous échangeons avec passion de nos vies, de psychanalyse, de désir et de relations entre les femmes et les hommes. Philippe, pourquoi c'est le bon moment pour que tu prennes la parole derrière le micro de Coquelicot ? Mais parce que tu m'y as invité, Caroline, et que voilà, je prendre la parole sur ces questions de l'homme, de la femme, du masculin, du féminin, du genre, du sexe, c'est des choses qui sont très délicates et que j'ajourne régulièrement, en fait, sont des sujets qui me travaillent, m'intéressent, me passionnent, mais face auxquels je recule un peu, et du coup je suis très heureux de répondre à ton invitation et pour essayer de répondre à cette invitation amicale, pour essayer de poser quelque chose d'à peu près relativement sensé sur ces questions foutrement mystérieuses. J'aime bien le foutrement mystérieuse. Il y a un an, tu allais faire une conférence philosophique à l'Odéon, invitée par ton ami Charles Pépin, que tu avais intitulé, me semble-t-il, Homme-femme, que reste-t-il ? Alors, un an après, qu'est-ce qui reste de la relation homme-femme ? Alors, c'était au MK2 Odéon, c'était pas à l'Odéon. Et donc, c'était en effet là aussi à l'invitation de mon ami Charles Pépin. Voilà, avec une certaine témérité, Charles m'invite chaque année à intervenir dans son séminaire, et avec une certaine témérité, j'avais proposé ce sujet homme-femme. Quelle différence reste-t-il ? Et j'ai l'impression qu'on vit un moment très particulier, en tout cas, voilà, dans une sphère relativement bourgeoise, bohème, parisienne, de ce que j'en sais, ou en tout cas voilà, dans la sphère un peu intello occidental. On vit un moment très particulier où cette différence entre l'homme et la femme, j'ai le sentiment que de moins en plus personne n'a envie d'en entendre parler aujourd'hui. Et j'ai pu constater que dans les conversations que on peut avoir dans les dîners en ville, depuis plusieurs années, en fait, ça devient toujours plus difficile de poser l'hypothèse qu'il y aurait une position homme et une position femme, et qu'il y aurait une différence, une asymétrie, une distance entre cette position homme et cette position femme.
l'expérience que je fais, c'est cette dernière année, c'était en général les gens intelligents me disent mais oui, bien sûr. Il y a une différence entre l'homme et la femme, mais dès que j'essaye de caractériser cette différence, on me répond systématiquement ah oui, non, mais là non. Donc dès que j'essaye de donner des exemples concrets de cette, concrets, plutôt des exemples localisés de cette différence, il y a un refus. Donc j'ai l'impression qu'on vit dans une atmosphère très particulière où cette question de la différence a tendance à être déniée, a tendance à être refoulée, a tendance à être rejetée, et je trouve ça alors c'est sans doute ça a sans doute un certain rôle si je suis de bonne humeur et si je suis optimiste. On pourrait dire que la conquête d'une égalité juridique, économique, politique des femmes vis-à-vis des hommes peut-être exige la suspension de ces questions de la différence entre hommes et femmes. C'est pas le moment, tout simplement, et que voilà, on ne sait pas ce que peut une femme, et donc peut-être que ces discussions-là, ces conversations-là sur le mode d'être femme et le mode d'être homme ces discussions-là doivent être mises au chômage pour un temps, afin de ne pas parasiter le dialogue nécessaire sur une égalité juridique réelle. Donc si je suis plus de mauvaise humeur, je veux juste dire que finalement que ce déni d'une différence nous empêche de penser notre expérience la plus ordinaire, la plus commune, parce que malgré tout, j'aimerais pouvoir soutenir à ce micro, créons un espace, espèce de safe space de Twitter, qu'il reste, qu'il y a une différence réelle, et que c'est ça qui rend précisément la vie intéressante et savoureuse. Et ignorer cette différence, c'est sans doute prendre le risque de c'est prendre le risque d'avoir c'est prendre le risque de se cantonner à une position très grossière dans la relation entre hommes et femmes, que ce soit la relation amoureuse ou que ce soit la relation de travail, à partir du principe que nous serions que des entités juridiques, des individus égaux en droit, et que cette égalité en droit emporterait naturellement une égalité ontologique. Je trouve ça un peu trop simple, et on risque de manquer le roc de la sexuation et le roc de cette différence sexuelle qui précisément anime notre existence et anime nos relations entre individus en position homme et individus en position femme, pour utiliser le registre lexical de Lacan. J'aime bien, en fait, quand tu es de mauvaise humeur. Du coup, je te trouve hyper exigeant sur la dimension. Ok, il y a le chantier de l'égalité, mais incarnons nos corps, relions nos corps avec nos âmes, si possible. Comment tu décrirais les différences entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin, histoire de réunir corps et au-delà de nous, dans toutes nos sauvageries de pensée? Oui, alors c'est une question intéressante, parce que précisément, je pense qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires
le trouble dans le genre, Judith Butler, c'est la culture c'est notre culture qui va créer le biologique, hein, c'est ce que les militants du genre vont jusqu'à soutenir, et donc Judith Butler va jusqu'à soutenir que il n'y a pas de sexe, il y a 1001 genres, et que ce genre, je vais le performer, que ça va être finalement le fruit de ma fantaisie et de ma volonté, ça va être un acte répété qui va me permettre de me façonner par rapport à, je sais pas quoi, mon désir, ma fantaisie. Donc on peut soutenir ce genre de discours, surtout comme Judith Butler, quand on vit la plupart de son temps sur un campus américain qui s'étend sur des hectares et qui est à des kilomètres et des kilomètres de la ville. Mais le fait est que cette question de la sexuation, cette question de la position sexuelle, elle revient intensément, elle revient violemment, elle revient manifestement dans l'acte sexuel. Hein, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer d'être des pensées sans corps, mais dans l'acte sexuel, normalement, si c'est bien fait, nos identités sexuelles s'imposent, et nous découvrons donc incarnés d'un côté ou de l'autre du jeu de la sexuation. Donc ça, c'était ma longue introduction avant de répondre à ta question. Donc quelle est la différence entre l'orgasme masculin et l'orgasme féminin? Alors, disons qu'il y a je vais m'appuyer là sur les réflexions d'un philosophe que j'aime beaucoup, Mehdi Belhaj-Kassem, philosophe français que j'aime tant, avec qui avec qui j'ai fait un livre d'entretien il y a une quinzaine d'années, intitulé Pop Philosophie, et qui a une posture un peu de philosophe hors l'université, autodidacte, un peu sauvage, et qui n'a pas trop froid aux yeux pour réfléchir sur ces questions de sexualité, et qui a affiné sa réflexion ces dernières années en publiant en 2013 Être et sexuation, édité par la regrettée Anne Dufourmentel, et dans lequel il revient dans son dernier livre, son dernier grand livre, Le système du pléonectique, sorti en 2020. Et ça, il a une double thèse très intéressante. Enfin, il a une thèse majeure, une thèse majeure qui est que finalement, il est bien possible que si la sexualité féminine est restée jusqu'à aujourd'hui ce continent noir, ce grand mystère, dont les femmes même, se lamenter Lacan, sont incapables de dire quoi que ce soit. Hein, il y a ce silence qui est proprement féminin. Chez Homère, déjà, il y a la femme du roi Ajax qui porte le silence comme une parure. Hein. Freud qui constate dans sa conversation avec Marie Bonaparte que finalement la grande question à laquelle on n'arrive pas à répondre, c'est que veut une femme. Et donc Lacan qui disait, mais putain, qui se mettait à genoux devant les psychanalystes femmes, mais dites-nous quelque chose sur votre jouissance, dites-nous quelque chose sur votre orgasme. Et il ne recevait aucune réponse. Et donc l'intuition de Mehdi Belhaj-Kassem, c'est de dire, finalement, nous sommes pris dans un langage métaphysique, nous sommes pris dans une représentation qui est proprement masculine. Le langage est une invention de l'homme, et donc l'homme va imposer ses catégories.
l'homme va imposer ses catégories. Et comment ça se passe, l'orgasme, la jouissance chez l'homme? Eh bien, l'homme, il désire, puis à un moment, il jouit. Deleuze disait, jouissance, fâcheuse interruption du désir. Mais si vous posez la question à une femme honnête et intelligente, elle va se dire, mais je crois pas que, elle risque de ne pas s'y reconnaître. Cette montée du désir, cette tension du désir qui en appelle à la jouissance, et cette explosion de jouissance qui éteint le désir. Et finalement, l'expérience telle que les femmes, je pense, le racontent, le vivent, ce serait plutôt il y a déjà de la jouissance dans le désir, et il y a encore du désir dans la jouissance. Autrement dit, la position femme, nous dit Belhaj Qassem, c'est désir égale jouissance. Et désir égale jouissance, et cela donne finalement deux événements orgasmiques qui sont tout à fait différents, dans la mesure où du côté de l'homme, jouissance interrompt le désir. Eh bien, ça va être comme on a l'idée que l'événement, c'est quelque chose de très rapide. L'événement, c'est un éclair. Bah, ça tombe comme la foudre, et ça disparaît aussitôt. Alors que une vision de l'événement orgasmique féminine, ce serait plutôt l'événement comme ralentissement généralisé, comme lenteur, comme quelque chose où tout est ralenti, où tout est suspendu, où tout va converger comme ça vers le sentiment d'une éternité. Et évidemment, c'est des témoignages de filles que j'ai souvent eues, où en effet la jouissance, l'orgasme féminin, il y a cette éternisation là, ce sentiment d'éternisation, cette idée que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que précisément, ça jouissait déjà avant l'orgasme, et ça continue à désirer après l'orgasme. Et donc il y a cette extension qui, à mon avis, est du côté est proprement féminine. J'aime bien cette interprétation rabbinique assez tordue et drôle de la Genèse. Pourquoi est-ce que Ève a été tentée par le serpent? L'idée serait Adam et Ève venaient de faire l'amour, et Adam s'est endormi et Ève était inquiète et éveillée. Et je pense que c'est et voilà, inquiète et éveillée. Et je pense que c'est une situation qui parlera beaucoup de femmes. Cette inquiétude et cet éveil qui peuvent vous gagner, tandis que votre amant ronfle à côté de vous, satisfait, repu. Catherine Malabou, dans Le plaisir effacé, dénonce l'impensé du clitoris en philosophie, notamment. Pour elle, clitoris, anarchie et féminin sont indissolublement liés et forment un front de résistance conscient des dérives autoritaires de la résistance elle-même. Ça t'a amené à te poser une question métaphysique. C'est quoi un homme clitoridien ? Oui, voilà, tout à fait. J'ai été très intéressé par ce bref opuscule que Catherine Malabou a publié il y a quelques mois. On a beaucoup parlé, on parle souvent de la femme phallique. La femme qui aurait qui ne refuserait
pour parler en tant que lacanien, d'être le phallus, mais plutôt voudrait l'avoir. Et donc cette femme de pouvoir, cette femme voilà, qui serait du côté du masculin, cette femme phallique, pourquoi est-ce que finalement on ne pourrait pas poser la question de l'homme clitoridien? Et Catherine Malabou fait bien attention à dire que le clitoris n'est pas rapporté à un corps biologique féminin, mais que le clitoris est une dimension de l'être, de la même façon que peut l'être le phallus. C'est intéressant parce que c'est vrai que la psychanalyse a sans doute un problème aujourd'hui, puisque Freud et Lacan à sa suite ont pensé une asymétrie fondamentale entre l'homme et la femme, où l'homme a le phallus et la femme ne l'a pas. Donc c'est pas, on n'est pas sur cette symétrie de animus anima chez Jung. On est vraiment quelqu'un qui a et quelqu'un qui l'a pas, et donc la femme qui se définirait comme voilà, comme absence, quelque chose à qui il manque quelque chose, qui est toujours alors soit il lui manque, soit elle est en trop, mais voilà. Alors c'est une hypothèse que Catherine Malabou met au travail et qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que c'est? Elle dit le clitoris est fondamentalement anarchiste, puisque le clitoris, qui est donc dans un écart avec par rapport au vagin, qui est dans un écart par rapport à la fonction reproductrice, donc qui est donc cet organe qui est essentiellement dédié au plaisir, ce clitoris qui est invisible, qui est insaisissable. Eh bien, ce clitoris échappe en tout cas, ce clitoris défait l'aspiration à la maîtrise. Se penser comme être, comme homme ou femme clitoridien, ce serait, selon Catherine Malabou, échapper à cette dialectique de la domination et du dominé. Ce serait échapper à cette opposition, justement, entre l'érection et la détumescence. Ce serait échapper à cette à ce désir, à cette volonté de maîtrise. Et enfin, après, on peut, ça nous amène à réfléchir à plein de choses, hein, mais se dire finalement l'histoire de notre modernité, hein, celle qui prend son essor à partir du XVIIe siècle, qui suit, qui a été précédée par un génocide des sorcières. Finalement, notre modernité, ce serait ce moment très spécial où le féminin a été particulièrement exclu de la cité, où l'homme, voilà, les hommes sont restés entre eux, et il y aurait eu une espèce d'hubris comme ça, une hubris de la maîtrise, une hubris du désir de domination et de prédation, permis évidemment par la science et la technologie, qui serait propre à notre modernité. Je pense que voilà, je pense que ce serait pas très difficile de démontrer que le 19e siècle, le début du 20e siècle ont été les siècles les plus phallocentrés en Occident de l'histoire de l'humanité. Alors où est-ce que j'en étais? Alors qu'est-ce que serait qu'est-ce que serait un homme clitoridien, ou qu'est-ce que ce serait le moment clitoridien chez un homme? Ce serait cette aspiration à défaire les rapports de pouvoir, à échapper au pouvoir, aux rapports de pouvoir, à aller à défaire les oppositions binaires pour
être vraiment dans sa créativité, dans sa singularité, pour élaborer à l'écart des normes, à l'écart des normes. Et je pense que ça rejoint d'une certaine façon cette réflexion issue notamment de la psychanalyse, où finalement la, la, la différence sexuelle entre masculin et féminin, eh bien, elle serait que finalement la position homme, donc la position phallique, elle serait du côté du pouvoir, de l'universel, de la généralité, de la norme. Là où du côté féminin, et Lacan le disait bien, la femme n'existe pas. Et dans l'énoncé la femme n'existe pas, le mot important c'est la. C'est-à-dire il n'y a pas la femme. Il y a l'homme. Je dis pas qu'être un homme c'est simple, c'est très compliqué, mais il y a un fonctionnement relativement repérable, relativement simple. Hein, ça désire, ça jouit, boum. Mais il n'y a pas la femme. La femme est toujours au singulier. La femme est toujours unique. Être une femme consiste toujours à trouver une consistance d'être singulière qui échappe donc finalement au jeu des normes. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que être un homme clitoridien ou être dans d'expérimenter comme ça son clitoris pour un homme, ce serait précisément le moment de la singularité, de la créativité, de la création artistique. Hein. On sait aujourd'hui que il est très fortement probable que les premiers artistes de l'histoire de l'humanité soient des femmes. C'est les fameuses mains négatives là sur les peintures rupestres. Elles sont petites, donc est-ce que c'est des enfants? Non. C'est très probablement des femmes, donc il y a quelque chose du côté de la créativité artistique qui est pour élaborer, pour créer, il faut plutôt aller visiter son clitoris, là où pour instituer, énoncer, rappeler une norme, là on va plutôt avoir besoin de son phallus. Tu pratiques le yoga et le Tao. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Qu'est-ce que ça a ouvert dans ton rapport à la sexualité et au plaisir féminin? Alors, parce que là, on a pas mal parlé de psychanalyse. Ouais. Je suis un garçon plutôt prude, donc toute cette dimension de technique sexuelle taoïste, j'ai pas été, qui fascinait Lacan, hein, d'ailleurs. Cette capacité à ajourner sa jouissance pour expérimenter un désir plein et de pouvoir baiser pendant des heures sans jouir. Donc toutes ces techniques taoïstes là, j'ai pas trop été y voir, même si c'est sans doute évidemment très intéressant. Très simplement, hein, les arts internes taoïstes et le yoga m'ont installé dans mon corps. J'étais plutôt un garçon très cérébral et qui avait un rapport finalement relativement abstrait à l'acte sexuel. Hein. Je pense que
quand j'avais 20 ans, 21 ans, je pouvais dire des bêtises du genre, bon, ce qui est amusant, c'est la conquête, ce qui est amusant, c'est la séduction. Après l'acte sexuel, ouais, bon. Donc heureusement, j'en suis plus là, et donc j'ai pu m'incarner, j'ai pu connecter mon corps et mon esprit, j'ai pu rendre, enfin voilà, ouvrir comme ça des zones de sensibilité un peu partout dans le corps. Je pense que ça m'a aussi permis de développer mon sens du toucher, de l'écoute. Donc ça m'a offert un corps, et ça m'a permis de rendre ce corps, année après année, un tout petit peu moins grossier, un tout petit peu plus subtil. Donc ça c'est évidemment essentiel. Voilà, la pratique, notamment l'art interne que j'ai l'art interne que j'ai pratiqué. On insistait beaucoup finalement entre le lien entre le koshi, c'est-à-dire le centre de gravité, le koshi, et qu'il fallait éveiller, qu'il fallait activer, qu'il fallait déverrouiller. Donc il y avait cet assouplissement du bassin, et qu'il fallait finalement lier avec notamment avec la main, c'est-à-dire avec l'extérieur, et donc voilà, cette relation là entre une énergie libidinale, une énergie sexuelle, une énergie désirante, et la pensée m'a évidemment été offert par ces pratiques-là. Ce qui m'a toujours énormément frappé aussi sur le dojo, c'est à quel point le dojo est un espace où les positions sexuelles sont manifestes, spectaculairement manifestes. Si vous prenez, alors évidemment, je parle de gens qui débutent ou qui pratiquent depuis quelques années seulement. Si vous demandez de faire de manipuler, de s'exercer au sabre, ou de s'exercer à donner des coups, ça, les garçons, ils savent y faire, ils aiment bien, ils sont dans leur élément, et ils y vont. Là où les filles les filles sont tremblante, imprécise, donc voilà, c'est-à-dire que c'est une espèce de manque d'une virilité la plus élémentaire, qui consisterait à savoir voilà, donner un coup de sabre, ou donner un coup de poing. À l'opposé, quand il s'agit de faire des exercices de lâcher prise, des exercices de lâcher prise, là on voit bien que les garçons sont très balourds, sont très empêchés, et que les filles là sont dans leurs éléments, elles sont gracieuses, et elles savent y faire. Et donc il y a cette opposition-là. On peut nier tout ce qu'on voudra au niveau des postures, des identités sexuelles. Sur un dojo, ça éclate cette opposition-là. Et évidemment, chacun est appelé à conquérir ce qui lui manque. Donc ma réflexion, voilà, il est essentiel que les femmes sachent trancher, et il est essentiel que les hommes puissent être capables de laisser agir, de lâcher prise, d'être corps et esprit. Mais ma réflexion, c'est de me dire que finalement l'androgynie est quelque chose de désirable, mais c'est une conquête.
c'est une conquête. Il y a évidemment une bisexualité psychique pour l'enfant avant d'entrer dans le langage. Et il y a sans doute une vie accomplie et du côté de l'androgynie. Hein. Je pense que si on regarde les personnes âgées, les nanas, les filles du côté des femmes âgées, une femme qui a développé, qui a laissé de la place à l'expression de sa virilité, qui est à la fois qui est à la fois féminine et tranchante et précise et solide, et de l'autre côté on voit bien que les vieux monsieur où on se dit tiens, il s'est passé quelque chose d'intéressant durant sa vie, sont à la fois des hommes très virils, mais aussi épris d'une certaine douceur, épris de épris d'une certaine féminité, et je pense que c'est une erreur de postuler que nous sommes naturellement androgynes et que nous pourrions nous balader d'une position sexuelle à une autre à tout âge comme on en a envie. Je pense que cette capacité à circuler entre les positions sexuelles, cette capacité à agréger le masculin et le féminin, c'est de l'ordre d'un travail sur soi et d'un accomplissement. D'un accomplissement qui passe notamment par une capacité à éprouver et à développer son corps en tant qu'il est relié à son esprit. Donc tu poses l'androgynie comme un complément entre masculin et féminin, ouais. Comme une oscillation entre l'un et l'autre ou... Oui, et je pose l'androgynie comme quelque chose de tout à fait désirable. Pas comme un non-sexe, parce que je suis assez affolée. Non. Je suis assez affolée, tu en as un peu parlé tout à l'heure avec Judith Butler, de tout ce courant qui vise à neutraliser le genre. Ça me fait peur que nos sociétés continuent à écraser en fait la place du corps, la place de nos corps variés en âge, variés en sexe. Pour l'instant, 99% des personnes sur cette planète sont soit dans un véhicule femelle, soit dans un véhicule mâle. Oui, c'est bien sûr. Moi aussi, je suis consterné, voire parfois inquiet par la montée en puissance du discours sur le genre, ce discours porté notamment par Judith Butler, l'idée que le genre serait essentiellement le résultat d'un acte performatif et que le biologique, d'une certaine façon, ne serait que le résultat d'un discours social et d'une construction sociale. Donc une espèce de proposition qui est qui est de l'ordre d'une jobardise, comme aurait dit George Orwell à propos des universitaires. Voilà, quand il disait finalement ce qui me rassure, c'est que il y a que les intellectuels pour avaler de telles jobardises, selon lequel finalement homme, femme, c'est une fiction et il y aurait mille et un sexes différents, et tout ça ne serait qu'affaire de performance et de volonté. Je pense que c'est... Alors, je tente une hypothèse, je tente une hypothèse, mais et je propose aux auditeurs de la prendre comme une expérience de pensée, comme une hypothèse de pensée, pour voir comment ça éclaire ou pas leur expérience commune, mais nous sommes malgré tout issus de la nature. Il y a de l'animal et du naturel en nous, et le comment dire, la prémisse
la prémisse de mon raisonnement, ce serait de dire que ce n'est pas vrai qu'il y a 1001 sexes. Il y en a même pas 3 comme le prétendait Indochine au mi-temps des années 80. Il n'y a que 2 sexes. Il n'y a que 2 sexes. Il y a comme tu l'as dit, il y a le sexe mâle et il y a le sexe femelle. Et cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas explorer l'autre sexe, que en tant qu'homme, je ne peux pas explorer le féminin et qu'en tant que femme, je ne peux pas développer ma virilité. Mais cela veut dire que on est toujours lesté par un centre de gravité. On est toujours lesté par un centre de gravité, soit masculin, soit féminin. Et je pense qu'on pourrait pousser le raisonnement jusqu'à dire que les individus anatomiquement mâles ont un centre de gravité masculin et les individus anatomiquement femmes ont un centre de gravité féminin. Et je pense que voilà, quand Freud disait l'anatomie c'est le destin, eh bien le hasard, le dieu hasard nous a donné ce corps mâle ou femelle, et l'enjeu ça va être de transformer ce hasard en destin et de négocier avec ce corps, de négocier avec cette finitude et d'essayer d'habiter le mieux possible ce corps masculin ou féminin. Et à la limite, et ça, je pense notamment à ce livre malheureusement très difficile à lire, mais qui était passionnant, du psychanalyste et philosophe Pierre-Henri Castel, quand il parlait de ce livre qu'il avait publié il y a 15 ans, qui s'appelle « La métamorphose impensable ». Tant qu'on ne devient pas fou dans notre corps, c'est-à-dire tant qu'un homme ne devient pas fou dans son corps d'homme, et tant qu'une femme ne devient pas folle, psychotique dans son corps de femme, au point qu'une transition soit nécessaire. Bref, tant que je peux habiter ce corps sans avoir besoin de changer de sexe, ce qui est désormais possible, eh bien, il faudrait partir du principe que mon centre de gravité colle à mon centre de gravité psychique, colle plus, enfin, et celui de mon centre mon sexe anatomique, enfin correspond à mon sexe anatomique. Et du coup, on peut, en tant qu'homme, je peux évidemment je peux évidemment visiter et cultiver et affiner mon clito. Je peux évidemment aller visiter mon féminin, mais et ça c'est une phrase de l'écrivain français Maurice Blanchot, que Mehdi Belhaj-Kassem d'ailleurs aimait citer souvent, qui est tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Donc je peux bien dépasser, je peux bien aller au-delà de ma condition masculine pour aller me confronter à mon féminin, mais je le ferai toujours à la fin en tant qu'homme. Et donc je serai un homme qui voilà, qui développe son potentiel féminin, mais c'est pas pour autant que je vais basculer vers le genre d'en face, et que je pourrais voilà, un peu comme Marx disait, dans la société communiste, on va aller travailler le matin, lire de la poésie le soir, faire de la pêche l'après-midi, et voilà, Butler qui va nous dire dans la société post-patriarcale, je peux être femme cisgenre le matin, gay l'après-midi, etc., et changer de position sexuelle comme de chemise. Donc, je pense que poser cette idée-là, ça nous permet de mieux nous repérer dans notre expérience-là.
dans notre expérience. Nous sommes appelés évidemment à aller visiter l'autre sexe, à en tant qu'homme développer son clito, et en tant que femme apprendre à manier son phallus, mais là où ça devient subtil et intéressant, c'est qu'on le fait toujours à partir de notre base de départ, et on voit bien aujourd'hui que cette question du genre, elle est problématique à plein d'égards, parce que finalement, les trans, qu'est-ce qu'ils font? Ils réaffirment ils réaffirment les identités sexuées. Là où une militante féministe va essayer de diluer son identité sexuelle, d'être le plus fluide possible, de déconstruire ces illusions patriarcales selon lesquelles il y aurait qu'une position homme et une position femme, le trans, lui, la femme qui est devenue mec ou le mec qui est devenu femme, voilà, le mec qui est devenu femme, il est à fond quoi sur le rouge à lèvres, sur les talons aiguilles et sur tous les artefacts de la féminité. Donc, on voit bien cette polémique, cette tension. Cette tension-là, comment se fait-il que où les trans vont être considérés par certaines comme des traîtres à la cause, dans la mesure où ils réaffirment cette identité sexuée, et puis de façon beaucoup plus grave, ce que l'on peut constater, c'est que au moment même où on nous explique qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes, mais 1001 sexes, au moment où on prétend pouvoir déconstruire la différence sexuelle au profit comme ça d'une myriade de petites particules élémentaires, eh bien c'est à ce moment-là même que on entend chez de plus en plus de femmes, notamment, et Virginie Despentes, par exemple, s'est exprimée en ce sens il y a 2 ans de façon très explicite, que finalement on va peut-être faire sécession. Finalement, le mieux c'est de plus du tout avoir affaire aux mecs et de se débrouiller entre nous. Donc au moment où on dit il n'y a plus de femmes et d'hommes, on est en train d'assister à un phénomène de tribalisation. D'un côté, les femmes, les sœurs, voilà, une espèce d'utopie sororale qui serait comme ça libérée du male gaze, qui serait libérée du regard masculin. Et c'est logique, parce que si en effet je suis complet, si en effet en moi j'ai toutes les potentialités et que l'autre n'est pas différent de moi et ne peut pas m'apprendre des choses sur moi et venir me compléter, si je suis autocomplet, je n'ai pas besoin de l'autre et je n'ai pas besoin de la rencontre avec l'autre, et donc le plus simple, c'est quand même de rester entre meufs ou de rester entre mecs. Donc on voit bien que cette question, ce discours-là, voilà, qui est relativement infantile, je pense, est extrêmement désorientant, et que c'est beaucoup plus utile, outillant, de partir du principe que il n'y a que 2 sexes, pas 3, position homme et une position femme, et que ce sont des centres de gravité en général connectés à notre anatomie, et qu'à partir de ces centres de gravité-là, on peut aller, on est invité fortement, si on veut devenir un être humain de bonne qualité, à aller visiter sa virilité, notre part manquante. Voilà, notre part pas développée, notre part laissée en friche, ou sa féminité. Parce que sans sexe, que vont devenir nos sentiments? Oui, sans sexe, que vont devenir nos sentiments, sans sexe, que vont devenir nos sentiments, le worst case scénario, c'est la formule de Pascal qui nous la donne, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, si je m'imagine comme un être désincarné, non sexué, derrière un écran, il est possible que la déchéance perverse me guette, mais
plus simplement, sans sexe, c'était un peu le final du grand roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, où on avait à la fin une humanité qui ressemble beaucoup à l'humanité du dernier homme décrite par Nietzsche, une humanité libérée de la sexualité, et qui avait comme ça des zones érogènes un peu partout sur le corps, et qui vivait dans une espèce de plaisir continu, tranquille, sans problème. Donc sans sexe, on peut sans doute expérimenter un plaisir, hein, mais le plaisir, c'est la loi du moindre effort, c'est l'homéostasie, c'est et ne plus et en effet ne plus avoir à affronter le vertige qui peut être violent, qui peut être voilà, chahutant, bouleversant de la jouissance sexuelle. Donc, sans sexe, que vont devenir nos sentiments? Nos sentiments vont, voilà, on pourrait aller vers une humanité gazeuse, une humanité qui ne persévère pas dans son être, une humanité qui ne revisite pas finalement sa condition sexuée, et qui reste en surface d'elle-même, parce que voilà, il se trouve que l'homme est cet animal qui a la parole, et ayant la parole, il a aussi un inconscient qui est structuré par la sexualité, par la différence sexuelle. Donc, ignorer cette dimension sexuelle, c'est ignorer ce qui se trame du côté de notre inconscient, c'est ne pas se donner les moyens de revisiter ce qui se joue, revisiter régulièrement, réactualiser, prendre conscience de ce qui se joue du côté de notre inconscient. Et je pense que l'acte sexuel, la relation sexuelle, est vraiment le lieu privilégié pour contacter où j'en suis dans mon être, où j'en suis dans mon désir, où j'en suis avec mon inconscient, d'une certaine façon. Donc oui, sans sexe, c'est se condamner à avoir des sentiments superficiels, des sentiments qui vont évidemment manquer de singularité, de profondeur, de consistance. Donc désir, inconscient, rêve, langage, émotion, humour, sexualité sont les marqueurs de notre humanité. Tu viens d'ailleurs de nous expliquer pourquoi il est essentiel de cultiver notre rapport à notre sexe et au sexe. Et au sexe. Tu nous en dis un peu plus? Comment on cultive notre rapport à notre sexe et au sexe, du coup? Comment on cultive notre rapport d'abord en ayant conscience que c'est important, que voilà, qu'il faut dilater son être le plus souvent possible, c'est une question. Enfin, si tu me poses une question bien grave, enfin bien grande, bien grave, mais comment est-ce qu'on cultive notre rapport? Ouais, en s'écoutant et en écoutant l'autre, et d'ailleurs, à ce propos, il est tout à fait faux, je le rappelle à nos auditeurs, que la masturbation rend sourd, au contraire. Elle est bonne pour la santé, pour les garçons et pour les filles. Elle est bonne, et voilà. Elle est bonne pour tous tout au long de la vie. C'est ça, et elle est pas bonne seulement pour la santé, elle est bonne pour l'exploration de son théâtre fantasmatique, et elle permet, voilà, oui, elle fait partie des outils d'exploration de soi. Et c'est un fait anthropologique, hein, la masturbation, on la retrouve pratiquement pas. Peut-être c'est certaines
certains chimpanzés, certains bonobos, mais enfin voilà, des très très proches des hommes, mais la masturbation, c'est peut-être le prototype du geste technique. Hein. C'est l'homme pense parce qu'il a une main, et voilà, et l'homme se masturbe parce qu'il a une main, précisément, ce dont sont privés la plupart des animaux, et on pourrait on pourrait poser l'hypothèse que finalement tous nos gestes techniques s'enlèvent sur ce geste fondamental qui est cette technique première, qui est celle de la masturbation, qui demande doigté et souplesse du poignet. Qu'est-ce qui t'a le plus remué dans ton rapport au plaisir féminin ? Dans mon rapport au plaisir féminin, je vais dire une banalité, mais évidemment, en tant que garçon, tu es toujours fasciné par l'intensité de la jouissance féminine, qui est sans commune mesure. Hein. C'est un peu le secret qui est bien gardé en général par les femmes. Hein. Tu connais sans doute cette histoire notamment relatée par Ovide, où Zeus, qui pour une fois assez relativement détendu et a une conversation galante comme ça avec Héra, avec sa femme. Pour une fois, ils sont pas en train de se foutre sur la gueule, et Zeus qui lui dit mais finalement la jouissance elle est beaucoup plus intense pour la femme que pour l'homme. Et Héra lui dit non, de quoi tu parles, et je me dis on va poser la question à Tirésias, puisque précisément Tirésias, le devin de Thèbes, il a expérimenté un jour qu'il se promenait en forêt, il a tapé comme ça 2 serpents qui étaient en train de faire l'amour, et il s'est transformé en femme. Et pendant 7 automnes, il a vécu en tant que femme, et puis recroisant ces mêmes serpents 7 ans plus tard, il a eu la bonne idée de les taper, et hop, il a pu redevenir homme. Et donc on demande à Tirésias, Zeus et Héra demandent à Tirésias ce qu'il en est de l'intensité de la jouissance sexuelle. Et Tirésias dit, si on prenait la jouissance en 10 parts, si on faisait un gâteau qu'on divisait en 10, il y aurait 9 parts pour la femme et 1 part pour l'homme. Et Héra est tellement en colère d'une façon que ce secret soit révélé, qu'elle va rendre aveugle Tirésias, et Zeus, pour essayer de raccommoder, lui donnera le don de prophétie. Mais donc je ne me souviens plus de la question. Je pense que je me suis servi comme ça de ma culture pour qui t'a le plus touché dans ton rapport au plaisir féminin, pour tenter un évitement malin. Oui, tu me réponds par la culture, mais enfin bon, pas forcément par l'expérience. Non, tu fais partie de ta culture. Donc en effet, cette intensité, elle est très remuante, et elle est très elle est sans doute très apprenante. Moi, je pense que avec l'âge, avec l'expérience, si tant est qu'on soit à peu près, qu'on se donne les moyens d'être attentif à ces choses-là, cette question du désir égale jouissance, cette question d'une jouissance qui serait déjà là au moment du désir, et d'un désir qui serait encore là après la jouissance, c'est une position qui peut être visitée par les hommes. Ne pas être dans cette tension haletante, genre une crispation, je pénètre, il faut que ça jouive, je vais jouir. Et donc je suis crispé avant et endormi après. Mais d'accepter ce lâcher prise qu'exige d'une certaine façon la position féminine, et qui fait que il est très difficile. Il est presque aussi difficile. Enfin, il est en tout cas difficile aussi pour une femme d'être féminine, parce que la féminité est du côté de se laisser agir, de cette disponibilité, de se lâcher prise.
Et je pense qu'avec l'âge, qu'avec l'expérience, qu'avec l'assouplissement de son être, on peut accéder à une jouissance qui commence tôt et un désir qui continue longtemps. Et ça, c'est sans doute quelque chose que nous apprennent les femmes, avec leur insistance notamment sur la question des préliminaires, si essentielle. Et là, assis, juste en face de moi, tu te sens plutôt homme ou plutôt femme ? Écoute, je me sens à l'équilibre, puisque j'essaye de poser des repères, de faire comme s'il y avait une loi qui nous permettrait de nous repérer, et en même temps d'être dans ma pensée, de me laisser aller à l'improvisation et d'essayer de dire quelque chose qui ne serait pas seulement de l'ordre du général, mais qui irait qui dirait quelque chose de ma singularité. Homme clitoridien, quel message as-tu envie de porter auprès des autres hommes sensibles à l'appel des coquelicots ? Alors, je vais parler de mon expérience, mais cette phrase, j'aime les femmes. J'aime être non, mais c'est une espèce de cliché, c'est l'espèce de le macho qui va dire ça, j'aime les femmes. Mais j'ai énormément de plaisir à être en compagnie des filles, à travailler avec les filles, à travailler avec j'ai eu souvent l'occasion de travailler avec des femmes, parfois en position de subordonnée, parfois à égalité, parfois voilà. Mais je trouve que si on aime les femmes, si un homme aime les femmes, alors il doit faire preuve de cette retenue virile dont nous parle Marc Aurèle. C'est-à-dire que c'est bien souvent, c'est au moins aussi drôle, voire parfois plus drôle de ne pas baiser que d'essayer de consommer l'acte à la moindre excitation. Et je trouve que c'est beaucoup plus drôle d'entretenir, c'est pas beaucoup plus drôle parce que c'est très drôle de baiser, je veux pas dire le contraire, mais c'est très intéressant d'entretenir comme ça une tension et une ambiguïté sexuelle qui ne va pas être résolue, et notamment dans les relations de travail. Je trouve que il y a quoi qu'on en dise, il y a quand même de l'autre. Et si un homme et une femme, moi je suis toujours frappé par le fait que il y a une altérité dans la manière d'appréhender l'existence en général, qui est très très forte et qui est bien plus forte que entre deux hommes, pour ce que j'en sais. Et donc cette altérité là, qui est le sel même de la vie et de la pensée, c'est intéressant de la faire vivre à travers la parole. Et de ne pas de ne pas avoir la tentation de passer outre cette parole, d'éteindre cette parole, ou en passant à l'acte. Donc on fait l'amour avec les mots. Et ça, c'est ce que Lacan, Philippe Solers nous le rappelle régulièrement, nous l'ont beaucoup rappelé, c'est que il y a une très grande jouissance à laquelle on peut accéder par la parole. Il y a une très grande jouissance, donc parce qu'encore une fois, c'est parce que l'être humain a la parole qu'il a aussi des orgasmes de dingo que l'on ne trouve pas.
hein, dans le reste du règne animal. Donc le sexe et la parole sont indissolubles, sont très liés. Et ça, il y a toute une érotique de la conversation qui est extrêmement joyeuse, plaisante, nourrissante, excitante, voilà, dont il faut prendre soin. Donc voilà, c'est cette idée qu'une certaine retenue virile permet une exploration bien plus intéressante de l'altérité féminine. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels, on commence par quoi ? On commence par la poésie, hein. On commence par dire de la poésie, par se rappeler que par se rappeler qu'il y a eu cette invention fascinante au XIIe siècle de l'amour courtois, hein, qui peut-être qui a été suscité sans doute par quelques femmes intelligentes pour faire durer un maximum les préliminaires et le dialogue et la parole. Et je pense que j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas de truc. On a des enfants. Enfin, t'as des enfants, j'ai des enfants, nous avons des enfants. Si Ouais. on pense à nos enfants qui sont élevés comme ça dans avec ce qui n'est pas le cas de notre génération, à toi et moi, avec un accès libre à la pornographie. Les embarquer dans une poésie des rapports sexuels, on pourrait commencer par quoi ? Ah oui. Par exemple. Oui, non. Alors précisément, c'est les rebrancher sur la littérature, les rebrancher sur les grands films. Voilà, commencer par les films de Truffaut et de Godard qui ont tous les deux posé. Voilà, ça peut être un exercice intéressant. De quelle femme je suis amoureux ? Est-ce que je suis amoureux de la femme selon Truffaut ou de la femme selon Godard ? Donc c'est de donner les moyens de sublimer. C'est de donner les moyens de sublimer et la sublimation, ça en passe par ça s'appuie sur quelque chose de matériel, de réel, qui est encore une fois la lecture des poètes et des romanciers et des grands films. Donc je ne suis pas anti-pornographie, hein. Je pense que la pornographie est un pharmacon. Un pharmacon, nous dit Platon, c'est à la fois le remède et le poison, et tout est remède et poison. Hein, n'importe quel médicament est un remède, mais s'il est pris à haute dose, il devient poison. Si on ne fait que lire des livres, eh bien, ce qui était un remède pour la sublimation va aussi devenir un empoisonnement. Donc, tout est remède et poison, et je pense que moi, je suis très reconnaissant à la pornographie de m'avoir éduqué sur certains trucs et de m'avoir permis d'étendre ma boîte à outils et de réfléchir, et m'a permis aussi de réfléchir à ce qui m'excitait et ce qui m'excitait moins, enfin voilà, d'explorer mes fantasmes. Donc je pense qu'il faut pas rejeter évidemment en bloc la pornographie, mais il faut la prendre, y avoir accès avec attention, et surtout la contrebalancer, par des exercices propédeutiques à la sublimation que sont la lecture,
la diction, par exemple, de poèmes. Donc, encore une fois, c'est une réponse très simple que je fais, mais mettre de la poésie dans les rapports sexuels, c'est c'est se rebrancher sur ce que nos poètes nous disent et la manière dont ils tournent autour de cet infracassable noyau de nuit dont parle André Breton à propos du monde sexuel, précisément. Avant de se dire à bientôt, Philippe, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun va s'installer dans son espace intime. On prend le temps ensemble de nous inspirer depuis nos intérieurs et à écouter ce qui se passe dans nos dedans. Je vais te poser quelques questions et tu réponds, si tu veux bien, par association libre. Tu laisses ton bel esprit tricoter avec ton corps et nos corps dans le studio. Nous sommes plusieurs. Nous sommes pleins. J'ai plus de 1000 âmes en moi, disait Nietzsche. Philippe, à quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? À quel moment j'écoute ma boussole de sensibilité ? Je l'écoute dès que je comprends qu'il faut que je reprenne mes esprits. Enfin, c'est l'acte le plus sensé possible que de se recontacter à sa boussole de sensibilité. Donc, à quel moment le matin quand je médite, le soir quand j'allume un joint et que j'écris, et à chaque fois que j'ai la possibilité de dire des bêtises avec des amis ou avec ma girlfriend. C'est quoi les super pouvoirs de ton coquelito ? Les super pouvoirs de mon coquelito, c'est cette capacité à me les super pouvoirs de mon coquelito, ce serait ma capacité à m'installer dans la nuance. À m'installer dans la nuance et voilà, et à me rappeler que on peut que la vérité est toujours que la vérité moi, je vais peut-être m'arrêter là. C'est-à-dire que m'installer dans la nuance et donc que la vérité est toujours du côté de la relation entre deux pôles conceptuels. Elle n'est jamais, il n'y a jamais une vérité conceptuelle établie à laquelle on pourrait à laquelle on pourrait s'arrimer. Mais qu'au contraire, il faut toujours se rappeler que dans le réel, nous évoluons entre un nord et un sud, entre un ouest et un est, entre l'homme et la femme, entre le corps et l'esprit, entre l'enfant et l'adulte, entre la nécessité de l'État et l'aspiration à une organisation plus anarchiste, et que c'est dans cette capacité à poser un jugement nuancé et à comprendre que ce qui compte sont les relations qui sont premières avant les entités qu'elles relient. Si c'est un peu clair ce que je raconte, c'est ça que me donne accès le pouvoir du coquelito. Alors du coup, il faudrait en conclure que c'est pas un très bon militant politique, le coquelito, parce qu'il aime la nuance et la vérité. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant notre entretien ?
quels sont les mots qui m'ont le plus touché pendant notre entretien. Et forcément, il y a ce mot de coquelicot qui est très bizarre et auquel je m'interroge depuis tout à l'heure sur ce qu'il signifie, enfin ce qu'il donne à penser. Et oui, voilà, le mot de coquelicot m'a touché. Coquelicot à présent ancré en toi et relié aux hommes clitoridiens. Avec quoi tu repars, Philippe ? Avec la sensation qu'il est tout à fait possible de parler des sujets qui aujourd'hui fâchent sur Twitter, à condition de le faire dans une atmosphère d'amicalité et de nuances et de connexion à soi et entre nous. Merci Caroline. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beau.